Vous aurez sûrement remarqué, il existe un rapport évident entre la droite et l'ordre. Que ce soit la droite classique, tenir aux côtés des Français qui réclament de l'ordre, ou l'extrême droite, remettre la France en ordre. Il y a clairement une obsession de l'ordre chez eux. Aujourd'hui, on va voir comment cette obsession de l'ordre détermine un corps de droite. En effet, le corps du droitard souffre d'une sorte de rigidité, une contraction, une constipation permanente, aussi connue sous le nom du syndrome du manche à balai dans le cul. Vous avez un balai pour trancher dans le... Quel meilleur exemple pour illustrer le corps du droitard que notre cher Fillon national, ancien candidat à la présidentielle de 2017, avec un programme de droite bien à droite, mais aussi un corps de droite. Alors en fait, quand on dit que la droite est obsédée par l'ordre, il faut préciser ce qu'on entend par ordre. Quand la droite en parle en tout cas, elle parle en fait d'ordre civil. Le désordre pour eux, ce serait la petite criminalité. C'est les incivilités aussi, mais on va en reparler après. C'est tout ce qui menace l'ordre apparent sur la place publique. Je dis bien l'ordre apparent. C'est pas le désordre sous-jacent, c'est pas le désordre économique, social, c'est pas le chaos généré par les marchés, le capitalisme et la spéculation, tout ça ils s'en foutent, on est bien d'accord. Ce qui leur importe, c'est l'ordre civil apparent. On ne cherche pas à solutionner les causes des conflits, on cherche juste à réprimer ceux qui s'agitent, ceux qui portent les conflits sur la place publique, ceux qui rendent la conflictualité apparente, visible. La petite criminalité, ça les dérange, parce qu'on peut la voir, elle fait partie du décor. Leur obsession pour le petit trafiquant de banlieue, c'est pas vraiment parce que c'est illégal. Eux-mêmes font souvent des choses illégales, comme ça a été le cas pour Fillon. C'est plus en fait une histoire de style. Être un petit trafiquant de banlieue, c'est avant tout une faute de goût. Les grands criminels, les vrais crapules, les grands patrons, les politiciens corrompus, les évadés fiscaux, ils ont au moins la décence de faire leur petit business en costard-cravate, et ça a quand même une autre gueule. Ils font ça dignement, secrètement dans leur coin, sans faire de tapage sur la place publique. C'est quand même autre chose qu'un jeune de cité qui se fait remarquer dans sa façon de s'habiller, de marcher, de parler, qui écoute de la musique indigène, qui parle fort jusque tard le soir en bas des immeubles, bref, qui se fait remarquer, qui rend visible le désordre. D'ailleurs, une formule récurrente à droite, c'est de parler de nettoyer les rues de la criminalité. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Il s'agit bien de nettoyer. Parce qu'il faut nettoyer cela. Il faut que ce soit propre, en surface du moins. Toujours une histoire d'ordre apparent. Sarkozy voulait une banlieue en ordre, c'est-à-dire toujours aussi déclassée économiquement, parce qu'il ne comptait pas s'attaquer à la fracture sociale évidemment, mais en apparence tranquille, où il n'y a plus de jeunes au bas des tours, il n'y a plus de graffiti sur les murs, plus personne qui s'agite dans les rues, plus personne qui traîne tard le soir. Des quartiers qui se meurent silencieusement à l'intérieur, mais qui ont la décence au moins de ne pas manifester cette souffrance à l'extérieur. L'apparence, toujours l'apparence. Excusez-moi, mais nettoyer, on n'est pas des animaux. Cette obsession de l'apparence, on la retrouve évidemment chez eux. Paraître à droite, c'est très important. La façon de s'habiller, par exemple, l'importance des codes vestimentaires. Qui fait tout un plat avec l'histoire du voile? Qui fait chier pour des gens qui portent des djellabas, qui ne s'habillent pas à la française, peu importe ce que ça veut dire? Qui fait chier les gens sur leur façon de se vêtir? C'est bien la droite. On sait bien que quand Marine Le Pen se balade dans la rue, enfin si ça lui arrive de temps en temps, ou Copé, ou Fillon, ou Zemmour et compagnie, il fulmine intérieurement quand il voit une Africaine qui porte la tenue traditionnelle de son pays d'origine. Ça, on sait bien que ça doit les irriter. Parce que si les gens commencent à mettre des djellabas dans la rue, des boubous africains de toutes les couleurs, c'est pas sérieux. Ça se distingue trop, ça casse l'uniformité, ça casse l'homogénéité de la France, ça fait désordre. Ça fait désordre sur la place publique. À droite, on ne plaisante pas avec les codes vestimentaires, on ne plaisante pas avec les usages. Pardon? S'il vous plaît. Dans les usages, ok. Bon, mais si... Oui, c'était bien François Ruffin qui se faisait reprendre à l'Assemblée parce que sa chemise n'était pas correctement rentrée dans son pantalon. Qu'est-ce que c'est que ce type qui ne sait pas se tenir? Qu'est-ce que c'est que cet énergumène qui ose apporter un tout petit peu de désordre dans les normes? Qu'est-ce que c'est que cet agitateur qui rend le désordre visible? Je vous demanderai à l'avenir de rester respectueux et de vous tenir éloigné de ces extravagances vestimentaires. Autre conséquence de leur obsession pour l'ordre apparent, la politesse. Les codes de politesse très importants à droite. Pas que la politesse soit pas importante, mais ça reste une formalité d'apparence, de surface. Ça donne l'apparence de relations apaisées. La politesse, ça va toujours dans ce sens-là, hein. Ça met en scène l'impression que tout va bien, qu'il n'y a pas de conflictualité interne, ni de conflictualité entre les gens. On fait tout ça, hein. Quand vous arrivez au travail le matin, vous saluez vos collègues, vous dites bonjour et vous demandez « ça va ?» Même si vous êtes dans un mauvais jour,
et même aux collègues qui vous énervent et dont vous vous foutez de savoir si ça va pour eux aujourd'hui. Votre patron est peut-être un sale con qui vous met la pression et vous rend la vie impossible au travail. Il vous dira quand même bonjour au matin, une manière de souhaiter un bonjour, une bonne journée, même s'il a prévu que pour vous ce serait une journée infernale. La politesse gomme donc les conflictualités au profit d'échanges courtois, des répliques automatiques prévues d'avance par l'usage, c'est pratique, peu importe les tensions sous-jacentes. Ça met en scène que tout va bien, qu'en surface tout est en ordre. Les impolitesses, les incivilités pour reprendre un terme très employé à droite, ça perturbe l'ordre apparent et c'est ça le problème. Jean-François Copé, un autre exemple de la droite bien coincée du cul et obsédé par la question des incivilités évidemment, avait lancé un plan de lutte contre les incivilités dans la commune de Meaux où il a été maire. L'accent était mis sur la propreté, la nuisance sonore et les comportements incivils. Jean-François Copé déclarait qu'il serait intraitable contre les dépôts sauvages, les déjections canines, les crachats, les caddies abandonnés, les rassemblements sur les parkings, les troubles du voisinage, bref, on est toujours dans l'apparence. Encore une fois, je dis pas que tout ça n'a aucune importance, mais c'est bien contre les manifestations apparentes du désordre que Copé entendait lutter, celles qui se voient. Son programme s'appelait pas « Lutte contre la pauvreté » ou contre les inégalités économiques et sociales. Ce qui importe à Copé, c'est qu'il n'y ait plus de caddies qui traînent et plus de crachats sur les trottoirs. Ce qui passe pas avec lui, ce sont les fautes de goût. Tout ce qui n'est pas esthétiquement propre est bien en ordre. Les chiens qui font leurs excréments, les crachats, les jeunes qui se rassemblent sur les parkings, qui parlent fort à écoute de la musique, tout ça, ça fait des heures dans le paysage. Le contexte social, évidemment, il s'en fout, tant que l'espace public donne à voir de l'ordre. Parce qu'à droite, on sait se tenir, et on compte bien apprendre aux gens à se tenir correctement. On veut leur apprendre dès l'école primaire. Dans l'école voulue par Fillon dans son programme de 2017, l'accent est mis sur le respect de l'autorité. Bon déjà, respect de l'autorité, ça veut rien dire. Le respect, c'est pas quelque chose qui s'impose. Moi, il y a des gens que je respecte et d'autres que je respecte moins. Mais on va pas me dire, lui, tu dois le respecter. Je veux dire, je peux donner l'apparence du respect, mais au fond de moi, c'est pas pour ça que je vais le respecter plus. Et puis, quand on dit respect de l'autorité, il faut voir de quelle autorité on parle. S'agit-il d'une autorité abusive, une autorité qui humilie? Pour être respecté, il faut se rendre respectable. Mais encore une fois, c'est juste une histoire d'apparence. Le respect réel, ils s'en foutent. Ils veulent que les élèves donnent l'apparence qu'ils respectent l'autorité. Bon, l'école de Fillon, c'est une conception de l'école à l'ancienne, hein, sans surprise. C'est aussi dans l'esprit de ce qu'on retrouve à l'extrême droite. C'est une école où tout le monde est en uniforme, où les enfants se lèvent quand le professeur arrive, qui lui disent bonjour à l'unisson, qui chantent la Marseillaise à l'unisson, avec des professeurs qui sont surtout là pour enseigner le bon goût, le bon français, et inculquer à la jeunesse tout un ensemble de bonnes conduites plutôt bourgeois. Apprendre les bonnes manières. C'est ça, l'ordre pour la droite. C'est la codification à l'extrême des normes bourgeoises surtout, et la soumission de la masse à ces normes. Je dis bourgeois parce qu'il faut bien comprendre que c'est avant tout une question de tenue. On apprend à se tenir dans l'école de Fillon. C'est un peu dans le même style que les livres qu'écrit Nadine de Rothschild, vous voyez, sur comment bien se tenir à table, ce qu'il convient ou pas de faire en société, la bienséance aristocratique si on veut. Je sais pas, on prend toujours le couteau avant la fourchette et on n'utilise surtout pas une fourchette à huîtres pour manger du homard, ce genre de conneries. Dans l'école de Fillon, ce serait pareil, on insisterait sur la tenue. Les bonnes manières. On se tient droit. Se tenir droit, de marcher droit, de s'asseoir droit, de se tenir droit, d'attendre droit. On repose pas la tête sur sa main, on touche pas à son stylo tant que le professeur n'a pas demandé d'écrire et ce genre de conneries. Première leçon. Apprendre à se taire. Et plus particulièrement, apprendre à se taire en présence des adultes. Une bonne façon de se tenir comme on se tient bien à table dans l'aristocratie, c'est pareil. Apprendre à se taire à table. Alors des normes, il y en a partout, dans tous les milieux. Mais ici, on parle uniquement de normes d'apparence. Il y a un uniforme, une façon de se tenir pour donner à voir de l'ordre. Il y a une façon de parler, une façon de s'adresser au professeur pour donner à entendre de l'ordre. Mais des élèves qui ont appris tous les couplets de la Marseillaise par cœur, qui la récitent tous les matins devant le drapeau, ils ont appris quoi dans le fond? Des élèves qui attendent devant la porte en rang bien aligné par deux, même si la classe sait se tenir quand on la laisse à elle-même par ailleurs, c'est juste de la discipline pour la discipline. C'est de la discipline bête et froide. Mais ça permet qu'en apparence, ce soit ordonné. Un élève qui n'en peut plus d'être assis, qui a besoin d'aller courir ou qui veut aller jouer au foot, c'est pas parce qu'on le contraint à rester tranquille, à ne pas s'agiter sur sa chaise, qu'on attend de lui qu'il montre un corps discipliné, qu'il sera moins frustré intérieurement, bien au contraire d'ailleurs. Mais le principal, c'est qu'en surface, il ne manifeste pas l'agitation qu'il a en lui, toujours qu'il donne à voir de l'ordre. Mais alors, d'où vient cette façon de penser?
Pourquoi cette prédominance de l'apparence, de l'ordre apparent? Tout simplement parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, eux. Eux-mêmes se sont donné une apparence pour cacher leur vraie nature, et ils savent très bien, consciemment ou inconsciemment, que cette apparence, c'est ce qui leur permet de vivre en société. Ils sont clairement convaincus que sans un protocole strict qui leur explique comment se comporter, ils seraient incapables de se comporter correctement. Mais qu'est-ce que ça dit sur cette droite qui pense que si on est livré à nous-mêmes, c'est le chaos? Ce sont certainement des gens qui, à la base, ont du mal à se contrôler, qui ont un chaos interne, qui se sont rendus compte à un moment de leur enfance qu'ils étaient des animaux pulsionnels et que seule l'autorité, une autorité stricte, réussirait à en faire des individus en apparence respectables et acceptés socialement. Ils ont discipliné leur image, leur code vestimentaire et surtout leur corps. Ils ont montré patte blanche en toutes circonstances pour se convaincre et convaincre leur entourage qu'ils étaient dignes d'être acceptés. Il a fallu qu'en surface plus rien ne transparaisse et que tout semble sous contrôle, tout semble en ordre. Mais quel désordre chez eux quand ils étaient plus jeunes les a conduits à embrasser les codes imposés par l'autorité avec autant de zèle, à accepter les contraintes faites à leur corps jusqu'à les intégrer complètement à leur identité corporelle. Pour cacher quoi? Pourquoi tant de rigueur dans le contrôle de soi-même? Sinon parce qu'ils ont peur de leur désordre intérieur. Et par projection, comme ils pensent que tout le monde marche comme eux, ils ont peur du désordre des autres. Ils ont peur que les gens ne parviennent pas à se contrôler, comme eux-mêmes savent qu'ils ne parviendraient pas à se contrôler, sans un cadre répressif. Tenir aux côtés des Français qui réclament de l'ordre. Cette thématique revient souvent dans leur bouche si on sait lire entre les lignes. Dans une tirade contre le mariage homosexuel, L'affaire est grave. Fillon met en garde. N'ouvrez pas la boîte de Pandore. Le gouvernement ouvre une boîte de Pandore et croyez-moi, il sera difficile de la refermer. Ne donnez pas aux gens de nouveaux droits, de nouvelles libertés, sinon c'est mettre le doigt dans l'engrenage, et on ne sait pas jusqu'où ça ira. Vers quel monde courons-nous? Encore une fois, Fillon parle de lui-même. N'ouvrez pas la boîte de Pandore, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est une manière de dire, ne nous donnez pas trop de liberté, n'ouvrez pas la boîte de Pandore de la liberté, au risque que nous en abusions. Nous n'avons pas assez confiance en nous-mêmes pour nous contrôler dans un monde où l'on ferait ce qu'on veut. D'ailleurs, à propos du mariage homosexuel, on peut noter que Fillon dit qu'il n'a rien contre l'homosexualité. Il est pour que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent, mais en privé, chez eux. Mais le mariage, non. Parce que, encore une fois, un mariage, c'est un événement qui se donne à voir. Il y a des attroupements à la sortie des églises, ça fait du bruit, des gens qui klaxonnent dans les rues, on fait la fête, on se montre ouvertement au bras de son conjoint ou de sa conjointe. On officialise l'homosexualité sur la place publique. Encore une fois, c'est une histoire d'apparence. Ça crée le désordre sur la place publique dans le sens où ça donne à voir des choses comme la préférence sexuelle, des choses qu'on n'est pas censé montrer. Car la droite a bien intégré que la sexualité, ça se montre pas. Les affects du corps, ça se montre pas, ça se réprime. Ça en dit long sur leur névrose au passage. Par contre, Fillon, il est pour le maintien du Pacs. Peut-être c'est pour pas apparaître trop rétrograde. Mais en tout cas, le Pacs, c'est plus discret. C'est un document à signer, il n'y a pas de tapage, on se montre pas dans la rue. C'est pas une tradition festive comme le mariage. C'est juste une formalité administrative qui se fait discrètement dans un bureau. C'est donc d'affirmer son homosexualité en public, de manière officielle, qui les dérange. À droite, on est tellement mal à l'aise avec sa sexualité, on est tellement frustré sexuellement, qu'on ne supporte pas que d'autres vivent pleinement la leur au grand jour. J'ai pas dit que c'était des homos refoulés, moi, j'ai rien dit, Mais trêve de blabla, tout ça c'est pas que de la théorie, j'ai aussi des cartouches visuelles pour illustrer le corps du droitard. Alors pour ceux qui ne font qu'écouter sans regarder, vous inquiétez pas, je vais commenter tout ce qu'on voit. Voici une image tirée du débat pour les présidentielles de 2017 qui nous permet de voir, dans un même plan, plein de tendances politiques différentes. J'ai pas choisi cette image-là en particulier parce qu'elle irait dans le sens de mon propos, c'est vraiment le premier plan général sur lequel je suis tombé en préparant la vidéo. J'ai même pas eu à chercher, ce que je voulais montrer apparaissait tout de suite. Vous pouvez remarquer qu'à peu près tous les candidats ont la même posture, une posture symétrique, bien droite derrière leur pupitre. Les mains sont en position symétrique, comme chez Lassalle, qui a une main de chaque côté du pupitre. Dupont-Aignan les croise au centre, etc. Fillon, lui, est déjà dans la posture obséquieuse qu'il gardera toute la soirée. Il a les mains jointes devant lui, pas sur le pupitre, mais sur son corps, au niveau du bas-ventre. Il apparaît tellement rigide et contracté sur lui-même qu'il a les bras le long du corps. Il les étend pas comme le font les autres pour les mettre sur le pupitre. Un corps qui se tient, c'est surtout un corps qui se tient dans l'espace, qui limite sa gestuelle, qui ne déborde pas de son espace restreint, comme on va le voir par la suite. Fillon a vraiment l'air de quelqu'un qui assiste à un enterrement. Il est vraiment solennel et il paraît très tendu. Et aussi, il y a beaucoup de symétrie chez lui. Faut rappeler que la dissymétrie, c'est le désordre, c'est le déséquilibre. Et il faut toujours apparaître en équilibre avec soi-même.
La seule dissymétrie qui apparaît dans tout le panel, sans surprise, c'est Poutou. Quand on regarde la posture, c'est tout simplement le seul qui semble pas réprimer son corps, le seul qui surveille pas son corps. En tout cas, qu'il ne surveille pas avec autant de zèle, avec autant d'excès que les autres. Parce que pour rester aussi immobile qu'une statue comme va le faire Fillon, au garde à vous complètement figé pendant 2 heures d'affilée, faut vraiment surveiller son corps. C'est pas naturel d'être comme ça. C'est pas naturel d'être en contraction permanente. Pour montrer que j'ai pas volontairement choisi une image où par hasard on verrait Poutou en dissymétrie par rapport aux autres, voici le deuxième plan général de la soirée, et on peut voir que, encore une fois, c'est la même chose. Si on clique sur lecture, on peut voir que les différences sont aussi dans les mouvements. Quand Poutou s'exprime, il est dissymétrique. Il ne s'adresse pas toujours à la caméra en face de lui, il tourne la tête, il tourne le corps. Il s'emporte, il agite les bras, il se déplace. Il autorise son corps à bouger dans un espace plus grand que Fillon, par exemple. On peut voir ici que Fillon, même en accéléré, ne déborde pas de son espace. C'est pareil avec Dupont-Aignan, qui appartient d'ailleurs à la même droite coincée du cul. À droite, on aime le cadre et on n'en déborde pas. C'est d'ailleurs pourquoi ces gens-là font de très mauvais artistes et pourquoi on retrouve plutôt des affinités de gauche dans le monde artistique. Le corps de droite est trop réprimé dans son expressivité et dans sa sensualité pour être un corps d'artiste. Alors j'imagine que le camp Fillon a conscience qu'il projette une image vraiment austère, parce qu'ils ont bien essayé de corriger ça avec une opération de communication où on est censé découvrir un Fillon décontracté du gland, comme ça, tranquille, casual, pour montrer que, d'accord, il a l'air complètement coincé quand il est au travail, parce que bon, il faut être digne et respectueux de la fonction, tout ça, mais dans sa vie privée, en fait, il est normal, c'est même plutôt un mec cool. Il est comme tout le monde, et il s'habille comme tout le monde d'ailleurs, hein. Veste en tweed marron, pantalon jaune canari, boots sans cuir des années 60 et chaussettes vertes en laine. Normal, quoi. Bon, alors quand même, avant de passer à la suite, pour rendre justice aux autres candidats, parce que j'ai l'air de mettre Poutou à part de tous les autres, et c'est vrai qu'il a quelque chose d'unique par rapport à la caste de politique professionnelle qui l'entoure. Mais au cours du débat, on peut voir, surtout chez les gens de gauche, une certaine expressivité corporelle quand même, une propension plus grande à exprimer visuellement des émotions. C'est le cas de Mélenchon, par exemple. C'est aussi le cas d'Artaud. En fait, c'est surtout Dupont-Aignan et Fillon qui sont dans un groupe à part de tous les autres. Ce sont vraiment les corps de droite de ce panel. Même si la palme revient quand même à Fillon. Bon, on va laisser Fillon tranquille pour l'instant, et on va voir maintenant un jeune politique que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans un débat sur la réforme des retraites, un macronien pur jus, et surtout un bon corps de droitard. Clément Beaune, ministre des Transports. Le jeune macronien, acculé par les critiques d'à peu près tout le monde ce jour-là, je vous rappelle qu'on est dans un contexte post-réforme des retraites, et évidemment il se fait allumer par tout le monde. Regardez comment il se défend. Moi, j'assume qu'il y a une vraie stratégie d'obstruction. Une seconde, si je peux parler. Chacun votre tour. Une vraie stratégie d'obstruction de La violence, c'est de la part de la violence, c'est de respecter la parole de l'autre. En fait, là, la société est en train de prendre... Sandrine Rousseau. Elle est en train de prendre... Qu'est-ce que vous faites face à cela? Vous soufflez sur les femmes. Sandrine Rousseau. Vous mettez de l'huile sur le feu. Vous faites parler un président qui n'est pas capable d'entendre. C'est ça qui est en train de... Alors stop. Parce que c'est Bon, c'est mou, c'est excessivement pondéré, on n'élève pas la voix, on fait des gestes qui appellent toujours à baisser d'un ton, à modérer, toujours avec une volonté de paraître en maîtrise. Ce rapport au corps, moi, ça me fait penser à la religion. Et c'est pas par hasard qu'on retrouve les catholiques dans la droite dure. Il y a la même méfiance vis-à-vis de son corps, la même volonté de se maîtriser, la même peur de la perte de contrôle. Dans le judéo-christianisme, on a toujours cherché à réprimer la sexualité, c'est pas nouveau. Parce que c'est quelque chose de charnel, c'est un besoin très physique. C'est bien connu à travers toute son histoire, l'Église a toujours été obsédée par les choses du sexe. Encore aujourd'hui, qui est contre le mariage homosexuel, c'est principalement les cathos. Quand on regarde les coutumes des grandes religions, il s'agit toujours de discipliner le corps et les besoins biologiques. Je parle des traditions, pas le fond philosophique des religions, qui en général est un peu plus complexe que simplement l'aspect folklorique. Ici, je parle des pratiques, des rituels, et en fait, encore une fois, je parle d'apparence. On parle de comment on se donne à voir à la société, quel corps on lui présente et quelle maîtrise sur ce corps on lui présente. C'est par exemple le jeûne, une restriction alimentaire, parce que la nourriture, tout comme la sexualité, c'est charnel, c'est physique. Ça passe par la bouche, ça va dans notre corps, et tout comme pour la sexualité, l'envie de manger, c'est une envie qui ne dépend pas de nous. On est pris par une envie qui semble venir du corps et non pas de notre raison. Ça pourrait même sembler venir de l'extérieur en fait. Comme si ça nous tombait dessus sans qu'on l'ait choisi. L'attirance sexuelle, pour continuer le parallèle entre la sexualité et l'envie de manger,
C'est pas quelque chose qu'on choisit. Je ne décide pas d'être attiré par telle femme. Elle m'attire, c'est tout. C'est pas comme si c'était un choix raisonné. Tiens, aujourd'hui, je vais être attiré par elle. Eh bien, pour la droite et les religieux, ça fait peur. Les émotions, les envies, ça fait peur. Parce que ça échappe à notre contrôle. C'est du désordre, ou ça pourrait facilement le devenir parce qu'on sent bien qu'on n'a pas vraiment le dessus. Ça peut être difficile de résister. Mais on va tout faire pour qu'en apparence, aux yeux de la société, on offre à voir de la maîtrise. Mais c'est aussi, à travers tous ces rituels, un moyen de reconnaître les déviants. Qui ne parvient pas à s'empêcher de manger pendant le jeûne, qui ne parvient pas à résister à un appel de la chair, est suspecté de ne pas pouvoir contrôler son corps, sa sexualité, ou sa colère, sa violence, ses appétits égoïstes, et de ne pas savoir se comporter moralement. Et puis ça permet à ceux qui, eux, ont discipliné leur corps, de faire montre de leur maîtrise sur eux-mêmes, de la mettre en scène. Il s'agit toujours de donner à voir de l'ordre. L'importance de donner l'ordre en spectacle à droite, au travers de rituels comme de se lever quand on entend l'hymne national, de se tenir droit avec la main sur le cœur, de montrer du respect quand on en reprend le refrain, ça a la même fonction. Vous vous souvenez peut-être les pataquès qu'ont fait certains politiques de droite parce que certains dans l'équipe de France de football montraient pas assez d'enthousiasme pendant l'hymne national. Surtout ceux qui n'étaient pas vraiment blancs, hein. Bah oui, d'accord, t'es peut-être d'origine étrangère, tes grands-parents ont connu la colonisation, t'as un rapport compliqué à la nation française, mais tout ce qu'on te demande, c'est de donner l'impression. Montre un peu de ferveur quand t'entends l'hymne national. Donne-en au moins l'apparence. Le corps du droitard, lui, a bien intégré cet impératif, à tel point qu'il est en représentation permanente. Et il attend des autres corps qu'ils soient aussi en représentation permanente. Leur peur la plus profonde, ce serait d'être suspecté d'être un déviant, qui n'a pas assez de contrôle sur lui-même pour vivre parmi les autres. Et ça finit par les rendre paranoïaques. Ils suspectent tout le monde qui ne montre pas une apparence parfaitement ordonnée, parfaitement conforme, d'être secrètement un déviant. Alors il faut montrer, encore et encore, comme pour s'en convaincre, que notre corps est capable, en apparence, de se soumettre aux injonctions extérieures. Ces rituels patriotiques au cours desquels on est censé exhiber sa docilité se retrouvent sous une autre forme dans les rituels religieux. Regardez un curé accomplir les gestes de la messe dominicale. On est dans la représentation. On met un costume, c'est un costume de scène, et on se met en scène. On met en scène la modération, le contrôle, avec des gestes très empruntés, très chorégraphiés. Ou regardez les communiants, on leur demande surtout de tenir leur corps, de savoir se tenir en rang, de montrer de la symétrie, par le geste de la prière par exemple. On leur demande pas de valider des connaissances théologiques. Moi-même j'ai été communiant, il n'y a rien de particulier à savoir sur la Bible pour obtenir sa communion. On vous apprend surtout un protocole, une manière de se comporter pour paraître discipliné, sage, soumis, pour le grand jour. De montrer qu'on est capable de faire exactement ce que l'autorité attend de nous. D'ailleurs, il y a des répétitions, c'est comme pour une pièce de théâtre, hein. On vous dit, vous vous mettrez là, en se tenant comme ça, le curé à un moment il va dire telle réplique, vous avancerez là, vous direz ça, etc. C'est juste un spectacle chorégraphié. Tout ce qu'on attend des enfants, peu importe leur rapport à la foi, peu importe s'ils ont du respect ou non pour cette religion, c'est qu'au cours de la cérémonie, devant l'œil du public, ils démontrent qu'ils sont, même contre leur gré, capables de se conformer. On retrouve le même esprit que le comportement attendu d'un élève dans l'école de Fillon. Bon, je vais encore continuer un peu sur la religion et je vais avoir l'air de digresser, mais vous allez voir, on va retomber sur notre sujet. J'ai suivi beaucoup de débats sur la foi, sur l'existence de Dieu. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, hein. Typiquement, c'est un débat entre un religieux convaincu, souvent limite intégriste, et un athée tout aussi convaincu que Dieu n'existe pas. Il y en a plein des débats comme ça sur YouTube, c'est pas spécialement intéressant, mais c'est divertissant. Bref, une chose qui m'a frappé dans les arguments récurrents des religieux, c'est qu'ils insistent sur la nécessité d'une morale chrétienne. Parce que sans elle, les hommes n'auraient aucun repère moral. Alors c'est assez hallucinant, ça revient tout le temps dans leurs paroles. Je les ai à peu près tous entendus sortir cet argument. Si on abandonne les préceptes moraux qui ont été révélés par Dieu, exemplairement les 10 commandements, on ne pourrait plus faire la part du bien et du mal. Alors ça, c'est effrayant. Ce que ces gens nous disent, c'est que livrés à eux-mêmes, ils seraient incapables de discerner le bien du mal. Ce sont des gens qui n'ont tellement pas de repères moraux qu'ils ne peuvent avoir un code moral que lorsqu'on leur en impose un, qu'on leur explique voilà, ça on peut faire et ça on fait pas. Mais les gens normalement constitués, ils savent, ils ressentent, tôt ou tard dans leur vie, ce qu'il est préférable de faire ou de ne pas faire en société, par simple bon sens ou par empathie pour les autres. Mais ces gens-là, non. Ces gens qui ne peuvent trouver leur valeur que si quelqu'un les a définis en avance pour eux,
qui sont incapables de se constituer une moralité personnelle par eux-mêmes, ils me font vraiment flipper. Il faut toujours qu'ils en appellent à une instance supérieure qui va décider pour eux le bien du mal, parce qu'eux-mêmes apparemment n'en ont aucune idée. Et c'est là qu'on en revient à la droite. C'est ce qui explique le rapprochement entre les catholiques et cette droite-là. Au fond, c'est la même chose. Ce sont des gens qui attendent que leur conduite leur soit prescrite par une instance supérieure. Pour les religieux, c'est Dieu, et pour la droite, ce sera par exemple la tradition, le respect des aînés, le respect de l'autorité, enfin l'autorité du Père surtout. Ceux qui étaient là avant nous ont défini un cadre, et on doit le perpétuer sans se poser de questions. Les usages millénaires, on entend beaucoup ça en ce moment, surtout dans la bouche des hémoristes. La culture judéo-chrétienne, c'est une culture millénaire, et donc, c'est pas rien, quoi. Ça a été validé par le passé, et ça permet de ne pas avoir à se prononcer. C'est comme ça a toujours été comme ça. Encore une fois, eux ne savent pas comment se comporter. Ils sont incapables de le déduire de leur propre expérience. Alors ils se remettent à ce qui tombe d'au-dessus, ou ce qui vient d'avant. Un ensemble de règles déjà existantes auxquelles il ne reste plus qu'à se conformer. C'est clairement une manière de se déresponsabiliser. Ce qui est inquiétant, c'est le renoncement à penser de ces gens. Il faut bien voir que c'est un renoncement volontaire, parce qu'ils font tout pour se trouver des figures d'autorité suprême, qui sont sur un plan tellement supérieur à eux, pauvres mortels, qu'elle ne peut que les écraser et les obliger à se soumettre. Ils se choisissent des figures d'autorité imposantes pour pouvoir se convaincre que ils n'ont pas le choix. Ça, c'est un point important. Ils veulent une autorité qui en impose, pour être sûrs qu'ils ne pourront pas lui échapper. Et si en plus elle peut avoir des moyens coercitifs pour les forcer à obéir, c'est encore mieux. Ils ont tellement peu confiance en eux, tellement peur de leur propre corps, de leur envie charnelle, qu'ils veulent s'assurer que l'autorité a les moyens de les soumettre. L'exemple ultime, c'est les religieux qui se mettent carrément sous la volonté de Dieu. Alors là, c'est carrément Dieu qui commande. Et comme on le sait, on peut clairement pas échapper à son pouvoir. C'est vraiment la figure coercitive suprême. Il est partout, il voit tout, il entend tout, et surtout, il utilise une répression hyper punitive, face à laquelle on ne peut que se plier. Il peut vous envoyer brûler en enfer pour l'éternité, et ça calme quand même. Moi qui suis pas religieux et qui crois pas à ces conneries, si j'y croyais, je vous le garantis, je réfléchirais à 2 fois avant de faire n'importe quoi. Ce que ça nous dit sur ces gens-là, c'est toujours la même chose. Ils ont peur de perdre le contrôle, et par extension que toute l'humanité ne perde le contrôle. Il faut absolument être maté, dressé par une instance autoritaire et coercitive. Parce qu'il ne faut pas croire que ce sont des gens qui adhéreraient à un système de valeurs et qui ensuite, ayant validé ce système de valeurs, se mettraient sous la tutelle du Dieu qui l'a édicté, parce qu'ils seraient d'accord avec ce qu'il leur est proposé. C'est pas comme ça que ça se passe. En général, c'est même l'inverse. Si on regarde les gens qui se convertissent, qui font le choix d'aller vers une religion, alors qu'ils n'étaient pas religieux avant, on remarque qu'ils se placent d'abord sous l'autorité de Dieu et ensuite, ils se renseignent, ou pas d'ailleurs, sur le système de valeurs qui va avec. Je me rappelle, lors d'un voyage, j'avais rencontré quelqu'un qui me disait être attiré par l'islam et qui prévoyait même de se convertir. Et d'ailleurs, il faisait ce voyage pour aller à la rencontre de la culture musulmane. Alors, comme je connais les textes, que j'ai quand même des repères historiques et culturels sur les religions, j'ai engagé une conversation avec lui sur un plan philosophique, spirituel. Mais le problème, c'est qu'il m'a dit, en fait, je connais pas encore, je connais rien du tout à cette religion. C'est bizarre quand même, d'adhérer par avance à quelque chose sans savoir ce que c'est. Et en parlant avec lui, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune substance spirituelle. Il avait vaguement compris que c'était une religion qui offrait un cadre, et que tout en haut, il y avait une autorité toute puissante, qui peut tout voir, et qui certainement pourrait l'aider à s'autodiscipliner. Parce que le seul fait de se savoir surveiller, ça aide à se comporter correctement. Quand vous êtes dans la rue, soumis au regard des autres, vous ne vous comportez pas de la même manière que si vous étiez chez vous. Et Dieu, en fait, ça permet d'intégrer en soi, jusque dans son esprit, parce que Dieu peut lire dans vos pensées, le regard des autres, pour faire en sorte que la surveillance soit continue, même quand on est tout seul. Il faut faire en sorte qu'on ne puisse plus relâcher le contrôle sur soi-même, on est surveillé jusque dans sa tête. À partir de là, on peut revenir à la droite. Vous aurez remarqué, depuis tout à l'heure, on peut passer de l'un à l'autre en permanence, Parce que les mœurs religieuses et les mœurs de droite, il y a les mêmes besoins derrière, et on retrouve presque toujours les mêmes caractéristiques. À droite aussi, on se soumet à un cadre, la patrie, on s'y soumet par principe, et ensuite on prétend que c'est par adhésion à un système de valeurs. Je sais plus qui avait dit cette phrase que j'aime beaucoup, ce qu'il y a de bien avec les patriotes, c'est qu'ils naissent toujours dans le bon pays. Et en effet, un patriote qui dit aimer la France plus que tout ce que la France représente est supérieur à toutes les autres nations, s'il était né en Italie, ce serait plus le cas. Un patriote qui croit qu'il l'est parce qu'il est avant tout attaché à un système de valeurs, s'il était né en Chine par exemple, il adhérerait à un système de valeurs complètement différent.
Les patriotes doivent bien se rendre compte que tout ça, c'est un peu arbitraire. Le principe qui veut qu'on soit patriote parce que le patriotisme c'est bien en soi, c'est un peu con. Ça fait pas vraiment sens. C'est juste le hasard de la naissance. Alors ils essayent de donner un peu de substance, de consolider un peu l'affaire pour que ça tienne à peu près debout. Et vu que ce qui compte avant tout, comme pour la religion, c'est pas le contenu mais juste le cadre, bah peu importe ce qu'on y met dedans pour justifier ça. Les valeurs attachées à la nation française, on sait toujours pas ce que c'est, hein. Malgré des centaines de débats, c'est toujours pareil. Chacun fait son petit shopping, on y met ce qu'on veut. Chacun choisit ses personnages de référence, ses événements historiques qui sont censés incarner l'esprit de la France. Il y en a un qui va vous dire « Ah, la France, c'est Napoléon ». Et un autre qui va vous dire « Non, la France, c'est la Révolution ». Ou la France, c'est Louis XIV ou Jeanne d'Arc. Alors que, évidemment, l'imaginaire derrière Louis XIV ou la Révolution, c'est pas du tout la même chose, c'est même contradictoire. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le but. La seule chose qui relie tous les patriotes, c'est une certaine déférence face à quelque chose qui est plus grand qu'eux, à quoi ils doivent respect et soumission. Parce que vous avez remarqué, les patriotes entourent l'idée de France d'une aura mystique, légendaire. C'est souvent rempli de récits épiques, avec des grands personnages très romanesques. Comme les religieux l'ont fait avec Dieu, les patriotes ont fait de la nation quelque chose de très grand, de très glorieux, de surplombant. Quelque chose face à quoi on se sent tout petit. On ne peut que s'incliner devant tant de grandeur. On ne peut que se soumettre. Et tout ce qui nous aide à nous soumettre est le bienvenu. Bon, on en revient à lui là. Bon, je vous refais pas le coup de l'analyse du langage corporel. Vous pouvez par vous-même retrouver les caractéristiques des corps de gauche et des corps de droite. Le fait de se tenir droit, de ne pas déborder de son espace, la volonté de montrer qu'on a un corps discipliné qui sait se tenir. Aussi la conformation vestimentaire, le port symbolique de la cravate, etc. Mais c'est quand même intéressant de noter les similitudes entre Clément Beaune, qui se définirait certainement pas comme quelqu'un de droite, et lui qui appartient à l'extrême droite. On retrouve beaucoup ce geste par exemple. Le geste de la prière, ou en tout cas qui s'en rapproche, qui a pour but de montrer de la symétrie et du self-control. Oh, c'est mignon, on dirait un communiant. Aussi une gestuelle par laquelle transparaît une fascination pour le cadre. Les manifestants responsables, les organisations syndicales responsables. Moi, quand je vois un type comme ça, j'ai l'impression de voir un enfant. Mais un enfant qui jouerait à l'adulte. Rappelez-vous, ils sont toujours en représentation. Ils jouent toujours un rôle. Adulte, pour eux, c'est juste un rôle, une apparence à endosser. Mais ils le font d'une manière très caricaturale. Ils jouent à l'adulte, mais un adulte tel que perçu par les yeux d'un enfant. Quand on est gamin, les adultes, ils semblent modérés. Ils semblent ne pas céder à leurs envies primaires. Ils font pas de caprices dans les supermarchés en se roulant par terre parce qu'ils ont envie qu'on leur achète des bonbons, par exemple. Ils ne hurlent pas en public, on les voit rarement pleurer. Ils ont une expressivité beaucoup plus contenue, une apparence plus lisse. J'ai l'impression que c'est à ça qu'il joue. Il s'est fait une idée dans sa tête de ce que c'est d'être adulte, ou plutôt de paraître adulte, et il incarne cette caricature. Il va bien insister, il va bien surjouer toutes les caractéristiques qui, dans la tête d'un enfant, définissent l'âge adulte. Il fait bien montre de sa modération avec des gestes très contenus comme ça. C'est lui qui appelle au calme. D'autant plus important d'avoir un échange d'idées serein. Et puis surtout, il surjoue la responsabilité. Alors là, la responsabilité, il y va. On y va. Comprennent tous nos responsabilités. Moi, je voudrais qu'on aille écouter les Français. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine. D'une seconde, comprennent tous nos responsabilités. C'est hallucinant, c'est une obsession chez lui. C'est dans chacune de ses phrases, en permanence. On parle de responsabilité. Responsable, 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 responsabilité, 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 responsable, responsabilité, responsabilité, responsabilité. Responsable, auriez-vous pu dire? Pour m'amuser, j'ai regardé d'autres entretiens télévisés de ce type. Je clique sur la première vidéo que me donne YouTube, et paf, il suffit d'attendre 10 secondes et il a déjà dit responsabilité au moins 3 fois. La responsabilité, c'est un truc d'adulte. Je pense qu'on a tous ressenti ça quand on était enfant. Après, quand on grandit, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Encore une fois, ce que ça nous dit sur ces gens, c'est qu'à défaut de s'être trouvé une identité propre, ils empruntent une identité déjà existante. Par exemple, une figure très stéréotypée de l'adulte, qui en reprend les aspects les plus caricaturaux.
Il joue l'adulte et il fait la leçon aux autres, comme un adulte qui donne des leçons de respect, de responsabilité à des enfants mal disciplinés. Est-ce qu'on peut tous se calmer un peu et avoir des mots responsables et respectueux? Mais la responsabilité, il en a rien à foutre. Il veut laisser le service public à l'appétit des marchés financiers. C'est pas ce que j'appelle être responsable. Le respect, pareil, il en a rien à foutre. La réforme qu'il défend, c'est une insulte faite aux travailleurs. C'est pas l'idée que je me fais du respect. Mais ce qui compte, c'est qu'il s'en donne l'allure. L'apparence de quelqu'un de respectueux, de responsable. Parce que vous voyez, contrairement à Sandrine Rousseau et à François Ruffin, lui, il a une cravate. Bon alors, le dernier point, et ce sera aussi la conclusion. Et alors? Tout ça pour dire quoi? Il y a un certain type de corps, en quoi c'est un problème? Déjà, on peut déduire de leur profil que ce sont des personnes naturellement autoritaires. Et ça, c'est déjà un premier problème. Le désordre les effraie tellement que dès qu'ils le sentent poindre, ils peuvent facilement paniquer et tomber dans l'excès de répression juste pour rétablir l'ordre apparent. Aussi parce que, toujours par peur du désordre, ils sont inévitablement conservateurs. Une société qui change, qui évolue, ça crée de l'incertitude, ça bouscule l'équilibre bien ordonné des choses, et ça, c'est pas trop leur truc. Une société qui a subi un bouleversement, elle finit toujours par se restabiliser après avoir assimilé ces changements. Mais en attendant, il faut en passer par une période de désordre qu'ils n'accepteront jamais. Et pourtant, ils ne tarissent pas sur la modernité, et ils en déploient tout le champ lexical en permanence. La modernité, le progrès, l'innovation. Alors qu'en fait, ils sont beaucoup trop conservateurs, par nature, pour accepter le véritable progrès. On l'a vu plus tôt, ils sont incapables de refonder les règles, d'en inventer de nouvelles. Ils ont besoin d'un cadre déjà existant qui leur évite d'avoir à penser par eux-mêmes. Face à des problématiques nouvelles, comme le changement climatique, qui réclament des solutions nouvelles, il n'y a rien à attendre d'eux. Ce sont les gardiens du présent, les gardiens du passé et les ennemis naturels du progrès. Mais on pourrait me dire, mais ce sont des réformateurs. La réforme des retraites, la réforme de ceci, la réforme de cela, on ne peut pas dire qu'ils ne réforment pas, les gars. Et une réforme, c'est bien un changement par rapport à une situation antérieure. Oui, sauf que ces changements, ces réformes, c'est juste pour appliquer les règles déjà bien établies du capitalisme. C'est pas un changement de direction pour aller vers un monde nouveau. C'est au contraire une consolidation de la situation actuelle, une affirmation du présent. Deuxième réponse à la question « Et alors, en quoi c'est un problème qu'il y ait des corps comme ça ?» Eh bien, c'est surtout un problème quand ils prennent le pouvoir. Et les corps de droite ont pris le pouvoir. Et ils veulent imposer à des corps qui ne sont pas comme les leurs la logique disciplinaire de leur propre corps. Et le pire, c'est qu'ils ont tout pour conserver le pouvoir. Avoir un corps de droite, c'est un atout électoral. Le programme n'a pas à être très fourni, la réflexion n'a pas à être très poussée, comme c'est souvent le cas chez eux. La partie de la population qui a aussi un corps de droite se reconnaît dans ce corps qui témoigne de la même peur du désordre, la même aspiration pour l'ordre et la rigueur. Le simple fait de présenter un corps discipliné, en apparence lisse et impeccable, c'est déjà présenter un programme politique. Ça fait un peu penser à une hypothèse inventée par Richard Dawkins, un biologiste britannique, peut-être que certains d'entre vous connaissent, à propos de la façon dont le génotype manipule le phénotype pour être reconnu visuellement par d'autres génotypes. Là, ce serait pareil, sauf que c'est la personnalité qui modèle le corps pour signifier à ceux qui ont une personnalité analogue qu'ils appartiennent au même groupe. Les corps disciplinés exhibent leur docilité pour se reconnaître entre eux. Bon, ça, à la limite, ils ont le droit, c'est pas l'apanage des corps de droite de se reconnaître entre eux. On fait tout ça, on se reconnaît facilement entre personnalités analogues, juste par le corps, par le maintien ou la gestuelle. Mais ces types n'ont pas un électorat exclusivement composé de corps semblables aux leurs. Parce qu'il y a quand même l'idée, dans une large partie de la population, et pas seulement chez les corps de droite, que ce type de corps est le corps le mieux à même d'occuper les postes de responsabilité. Il y a cette idée que la politique, c'est pas une affaire d'émotion, parce que la politique, c'est avant tout de la gestion, et on attend d'un bon gestionnaire qu'il soit rationnel, qu'il sache, en gardant toujours l'esprit froid, regarder des tableaux Excel en toute objectivité, et prendre la décision la plus raisonnable, sans que les émotions viennent parasiter son discernement. Il faut montrer qu'on est capable d'avoir une pensée purement analytique. Évidemment, les corps de droite tirent leur épingle de ce jeu d'apparence, et c'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup en politique. À ce petit jeu qui consiste à montrer la plus grande vacuité émotionnelle, évidemment, ils ont un avantage sélectif. C'est un peu leur spécialité. C'est une sorte de sélection naturelle bizarre qui les favorise et les fait monter en politique. Il se trouve que leur histoire personnelle a modelé leur corps, sur des raisons purement intimes, des besoins affectifs tout à fait personnels, et que ça correspond justement à l'archétype recherché par un grand nombre de personnes, plus ou moins consciemment. Ils n'ont pas à être spécialement bons intellectuellement,
Leur atout, c'est d'avoir un corps discipliné. On voudrait surtout pas d'un Mélenchon qui s'agite tout le temps, qui se laisse emporter par sa colère, non. On préfère mettre un banquier à l'Élysée, parce que les affaires publiques, c'est sérieux. Avec cette logique, on se retrouve gouverné par des types qui mettent un point d'honneur à ne surtout pas s'engager émotionnellement, parce que la neutralité émotionnelle, c'est un gage de responsabilité. Mais le problème, c'est que quand on n'engage pas ses émotions, on n'engage pas l'empathie. Et on se retrouve avec une politique inhumaine où les sentiments sont les malvenus. Réforme des retraites, 2 ans de travail pour des millions de gens, rien à foutre. On n'est pas là pour faire dans les sentiments. On est des adultes rationnels et on a une boutique à faire tourner. Nous, on fait de la comptabilité et 2 ans de travail, c'est qu'un chiffre dans une ligne de calcul, parmi d'autres données et pas plus importantes que les autres données, parce que l'aspect humain n'est pas pris en compte. Il nous appartient donc, à nous, gens de gauche, qui avons toujours laissé la place aux émotions dans la formation de nos convictions, de leur rappeler que ces émotions sont indispensables en politique, pour ne pas tomber dans cette vision purement analytique. J'ai parlé de l'empathie, mais on pourrait aussi évoquer la colère. La colère, ça fait peur en politique. Ça fait pas adulte, ça fait pas responsable. Mais sans colère, il n'y a pas de changement possible. Sans colère, pas de sentiment d'injustice, pas de sentiment de révolte, et pas de réelle volonté de changer la donne. Opposons donc à cette vacuité émotionnelle une politique qui met en avant les émotions, sans en avoir peur. Et continuons à leur montrer que l'expression de la colère, c'est un acte politique. Bon, vous connaissez la chanson, hein? Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez, insultez-moi aussi si ça vous démange, et surtout, si vous pouvez, soutenez la chaîne, sur Patreon ou Tipeee. La chaîne ne pourra pas survivre sans votre soutien. Merci, à bientôt.